Bon frères et soirs, bienvenue dans cette édition d'information. Les scolaires de Niamey ont procédé ce matin à la marche de recueillement dans le cadre de la célébration des événements tragiques du 9 février 1990. Ils étaient nombreux à effectuer le déplacement au cimetière musulman de Yantala. Le moment fort avec Suleiman Ousmane et Ablaï Seydou. Les scolaires de Niamey ont battu le pavé ce 16 février 2023 du centre Issaberi au rond-point Maurice Delens, en passant par le rond-point Gardefawa pour arriver au cimetière musulman de Yantala pour la traditionnelle marche pacifique de recueillement de chaque 16 février. Une manifestation commémorative des événements tragiques du 9 février 1990. 16 février 2023, nous nous sommes mobilisés à cette matinée pour nous converger vers le cimetière musulman de Yantala afin de nous recueillir les tombes de nos martyrs, de nos camarades, à savoir Abdou Massagir, Issa Kakeni et Ali Onanti. Ces trois camarades, ces trois dignes fils du pays qui ont accepté de verser leur sang pour qu'il y ait démocratie au Niger, pour qu'il y ait la multiplication des partis politiques, ne méritent pas d'être oubliés. Si aujourd'hui, après 33 ans, justice n'a pas été rendue, si après 33 ans de crimes, justice n'a pas été rendue, il y a effectivement de quoi s'inquiéter. Cet événement d'aujourd'hui coïncide avec l'anniversaire de notre camarade, de la mort de notre camarade, le camarade Alio Nourdine, qui a été tué par un gendarme. Et il faut noter que ce dossier est un dossier particulier parce que c'est un dossier qui a beaucoup prospéré, il a beaucoup évolué. Après la commission d'enquête, il a été relevé l'auteur de ces crimes. Il s'agit d'un gendarme qui a été placé sous mandat de dépôt. L'instruction est close, le dossier est dans la main de juge du tribunal militaire et bien justice sera faite. Contrairement aux autres martyrs. 33 ans d'injustice et d'impunité, les scolaires réclament toujours justice. Effectivement, à un moment donné, l'USN avait espoir au moment où nous avions un ancien cadre qui était à la tête du ministère de la Justice. Il s'agit du camarade Moro Amadou. Nous avions espoir pendant les 10 années. Mais malheureusement, jusqu'à la fin de son mandat, ici n'a pas été rendu. En tout cas, nous continuons peut-être à garder espoir. Donc après 33 ans, l'USN commence à perdre espoir. Mais même dans le désespoir le plus désespéré, il faut espérer quand même. C'est pourquoi nous estimons que le prochain CD, les prochaines sections vont s'armer de courage pour qu'il y ait justice. Cette marche de recueillement a été une occasion pour les scolaires de Niamey de visiter les tombes des martyrs de l'USN du 9 février 1990, mais aussi de prier pour le repos des âmes disparues. La manifestation s'est déroulée également sans incident et sous un encadrement des éléments de la CASO. Réunion hier matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamey du cadre de concertation élargie des acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement. Cette rencontre a donc regroupé les cadres du ministère de l'Hydraulique, ONG et partenaires techniques et financiers. Faisons le point avec Abdraman Younoussa Issa et Omar Boukari. Faire de sorte que l'eau et l'assainissement soient au centre des préoccupations du développement au Niger, c'est le principal sujet de discussion entre différents acteurs réunis aujourd'hui au sein de ce qu'on appelle le cadre de concertation élargi des acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement. Qui donc, mieux que le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement lui-même, pour circonscrire les enjeux et l'intérêt d'une telle rencontre. La rencontre qui nous réunit ce matin a pour objectif principal de passer en revue l'état de mise en œuvre de la deuxième phase du programme sectoriel eau, hygiène, assainissement projet à 2016-2030. Il s'agit de présenter le bilan sectoriel de l'année 2021 en termes de réalisation physique et des indicateurs, le bilan de réalisation physique de l'année 2022 et la programmation 2023, la programmation ascendante 2023-2025 et les documents de programmation pluriannuelle des dépenses 2023-2025. Chef de file des partenaires techniques et financiers PTF du secteur de l'eau et de l'assainissement, le représentant résident de l'UNICEF au Niger a relevé quelques axes de réflexion
et d'intervention qui méritent que les acteurs s'y intéressent. Cependant, M. Stefano Savi a aussi souligné la nécessité d'œuvrer tous ensemble pour atteindre les objectifs. La nécessité de répondre aux urgences actuelles tout en recherchant l'efficience n'est plus à démontrer. Pour ce faire, une collaboration plus étroite entre les acteurs gouvernementaux, les PTF et les organisations de la société civile, œuvrant dans le domaine du développement, de l'humanitaire, de la stabilisation et de la paix, est indispensable. La revue sectorielle annuelle 2021 n'a pas pu se tenir tout le courant de l'année 2022 pour diverses raisons, selon le ministre Mohamed Adamou. Eh bien, la présente rencontre fera en partie office de revue annuelle. Elle sera appuyée également par une autre rencontre aujourd'hui même, de plus haut niveau celle-là, entre partenaires techniques et financiers et membres du gouvernement. Preuve que eau et assainissement est une donnée transversale de développement intégré. Restons dans le même registre. Les membres du gouvernement et les partenaires de l'eau et de l'assainissement se sont retrouvés hier après-midi à l'hôtel Radisson Blu de Niamey pour discuter du dialogue politique. Les deux parties se sont engagées pour un environnement sain. Retrouvons Mohamed Alpha et Omar Boukari pour le compte-rendu. Dans l'après-midi de ce mercredi 15 février 2023, c'est au tour des membres du gouvernement et des partenaires du secteur de l'eau et de l'assainissement qui se sont réunis pour le dialogue politique. Occasion saisie par le ministre en charge de l'hydraulique Adamou Maman de citer toute l'importance d'un tel dialogue. L'intérêt d'un tel dialogue consiste à trouver les voies et moyens afin d'appuyer les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du programme sectoriel eau, hygiène, assainissement PROSEA 2016-2030. Ce programme qui tient compte des objectifs du développement durable cadre avec le PDS 2022-2026, il présente aussi clairement les besoins de financement du secteur et la procédure de mise en œuvre pour atteindre les résultats comptés, à savoir l'approche programme. Cette session se veut comme un cadre idéal de faire des réflexions pertinentes. Les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers vont discuter sur plusieurs points, à savoir le processus de révision du PROSEA, la réforme de l'hydraulique rurale, le développement de la GIR, gestion intégrée des ressources en eau, la problématique de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu urbain. Je vous exhorte donc, comme à l'accoutumée, à un dialogue franc, que tous ensemble nous puissions trouver les solutions à même de rendre le secteur de l'eau et de l'assainissement très performant et enviable. le chef de file des partenaires techniques et financiers a rassuré les membres du gouvernement de l'engagement des PTF pour relever les défis dans le secteur de l'eau et l'assainissement. L'importance de garder ce dialogue entre les partenaires techniques et financiers du gouvernement est toujours ouvert et régulier. Et j'étais ravi d'écouter ce matin, pendant votre introduction, que vous avez déjà fixé dans la date de mai-juin pour rentrer un peu dans le calendrier normal qu'on a de faire la revue sectorielle pour le 2022 et le dialogue politique encore pour le 2023. Les deux parties ont décidé d'intensifier leurs efforts dans la mise en œuvre du projet eau, hygiène et assainissement pour un environnement sain. Lancement hier après-midi du concours Green Prize à l'endroit des entreprises en partenariat avec le Royaume-Uni. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de tracer des pistes de solutions au changement climatique. Les détails avec Mohamed Alpha et Rabiou Labo. La présente cérémonie de ce mercredi 15 février 2023 marque le lancement du concours Green Prize qui vise à motiver et inciter les différentes entreprises pour trouver une solution rapide au changement climatique. Le Niger étant l'un des pays les plus vulnérables aux effets climatiques, raison pour laquelle le Royaume-Uni s'engage aux côtés du gouvernement nigérien afin de conjuguer leurs efforts pour freiner ce problème. Les institutions britanniques de financement du développement pourraient soutenir des projets viables du secteur public-privé et je suis heureux que des représentants de ces organisations aient pour récemment rencontré des ministres nigériens à Londres
Ils vous rendront prochainement visite à vous rejoindront ici au Niger pour ce que je sais être des discussions communes productives. Le comité technique d'organisation de l'initiative a saisi l'occasion pour souligner toute l'utilité d'une telle aubaine. Il a invité l'ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine du changement climatique à s'investir davantage. Nous avons un leader mondial aujourd'hui, c'est la Grande-Bretagne, et nous sommes heureux que la première visite d'une autorité britannique en Afrique soit au Niger. L'initiative dont vous soutenez, Monsieur le ministre, c'est une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne des engagements pris par le président de la République. En prononçant le discours du lancement officiel des activités du BRIN Presse, la ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes a étalé l'engagement, la détermination et la vision du Niger à faire face au changement climatique. Notre ambitieux engagement de contribution déterminé au niveau national. Du projet de... Dans le cadre de l'appel d'offres de la centrale solaire de 50 MW de Gorubanda 2, le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables a présidé hier matin la conférence des soumissionnaires. Précision avec Aboubakar Amadou et Ablaziz Jibrila. L'État du Niger a soumis un appel d'offres pour la construction et l'équipement d'une centrale solaire de 50 MW à Gorubanda 2. Les 6 entreprises présélectionnées réunies en conférence afin de refléter l'intention des soumissionnaires pour une compréhension commune des informations disponibles, les exigences du projet et du processus de passation de marché avant de soumettre leurs offres. Comme dans n'importe quel processus de passation de marché, lorsqu'on lance une opération, les opérateurs qui sont retenus ou qui ont soumissionné vont aller voir le terrain, vont se rendre compte de ce que c'est le terrain sur lequel ils vont faire des propositions techniques et financières pour le projet de 50 MW crête, c'est 50 MW solaires. Donc ils vont aller se rendre compte et puis continuer l'évaluation en vue de la proposition qu'ils vont nous faire. Ce que je vais dire ici, ce qu'il faut retenir, c'est la première fois au Niger qu'on va faire. Nous nous réjouissons d'avoir en face de nous les 6 promoteurs qui ont été retenus, parce qu'il y a plus de 50 pays qui ont postulé. Il y a plus de 100 entreprises qui ont manifesté leur intérêt à venir investir au Niger. Cet ambitieux projet est le résultat de l'excellente coopération qui existe entre la Banque mondiale et le gouvernement du Niger. Les interventions de la Banque mondiale au Niger comprennent également 7 autres projets restructurants d'infrastructures électriques d'un montant global de 4,2 milliards sur 7 projets. Ces projets visent à accroître l'accès à 4,5 millions de Nigériens à l'horizon 2028, à améliorer la fiabilité de la fourniture d'électricité et augmenter la capacité du système électrique à absorber l'énergie renouvelable intermittente. Dans le cas précis de la future centrale de Gorubanda, la Banque mondiale finance des infrastructures qui permettront d'injecter l'électricité qui sera produite sur le réseau. Tout en soutenant l'importance de cette conférence, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, a décliné les attentes de l'initiative Schooling Solar pour notre pays. Nous avons voulu que l'opinion soit témoin, que nous sommes dans le délai, que nous travaillons à respecter le délai et que nous allons continuer à faire en sorte que ces projets réussissent. C'est cela le sens de cette cérémonie de ce matin. Ce que nous attendons à partir de ce processus de scaling solar, c'est que nous permette d'avoir un prix repère compétitif pour la production et la cession de la production d'énergie électrique. Que nous montrions aux acteurs du secteur privé qu'ils peuvent investir en toute sérénité, en toute sécurité au Niger et dans le secteur de l'énergie. Que nous ayons à partir de ce processus un repère qui nous permettra d'être en bonne position de négocier les différents projets qui peuvent se finir. L'entreprise qui sera sélectionnée dans un délai de 2 mois aura en charge la production à ses frais de l'énergie électrique solaire
qu'elle va ensuite vendre à la Nigélec pour la consommation locale. Une première au Niger, un producteur indépendant de l'électricité. Ouverture hier matin à l'hôtel du centre de Niamey des assises de la 6e réunion du groupe de recherche sur le lac Tchad. Au cours de cette rencontre, les participants procéderont à la validation de la note conceptuelle du 2e forum international annuel sur le développement de la région du Tchad. Le compte rendu avec Souleymane Ousmane et Abdoulaye Seydou. À l'initiative du projet de relance et de développement de la région du lac Tchad, PROLAC CBLT, plusieurs délégations et experts des pays du bassin du lac Tchad sont à Niamey pour la 6e réunion du groupe de recherche sur le lac Tchad. Cette rencontre consacrera à la validation de la note conceptuelle du 2e forum international annuel sur le développement de la région du Tchad. C'est la validation de la note conceptuelle du forum. Et ça, c'est un grand travail. Et donc, je vais anticiper, en tout cas déjà en appréciant la qualité du travail qui a été fait par les collègues groupes de recherche, la CBLT, pour produire un document de qualité. Le coordinateur du PROLAC CBLT a pour sa part rappelé le rôle et la responsabilité de son groupe. Le groupe de recherche a pour rôle et responsabilité d'élaborer la note conceptuelle et le plan d'action pour l'organisation du forum annuel et le soumettra au comité régional de coordination pour validation. Il proposera également des thématiques régionales communes de recherche et les bourses pour une synergie d'action dans la région sur les facteurs de fragilité, de conflit et de violence. En ouvrant les travaux, le directeur de la CBLT a beaucoup insisté sur l'importance du projet qui, selon lui, contribuera à la relance des activités dans la région du lac Tchad. Il a par ailleurs salué et félicité pour les participants pour la qualité des travaux et l'engagement des acteurs. Cette rencontre censée durer 3 jours et qui a réuni des experts des pays concernés prévoit des échanges sur l'harmonisation des axes et thématiques de recherche entre acteurs du PROLAC et de valider la note conceptuelle du 2e forum international annuel sur le développement de la région du Tchad et faire l'état d'avancement des préparatifs du forum. Le 2e forum international annuel sur le développement de la région du Tchad est prévu en mai prochain, ici même à Niamey. En prélude au 5e recensement général de la population et de l'habitat qui aura lieu en décembre prochain sur toute l'étendue du territoire national, avec le soutien du gouvernement, l'Institut national de la statistique a organisé hier matin un atelier de partage et de validation des outils de collecte des données sur le terrain. Les explications avec Ousseina Hassoumi et Rabou Labou. Prévu se tenir en décembre 2023 avec une phase pilote de collecte de données en mars prochain. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat se démarquera des précédents. Il s'agit pour l'Institut national de la statistique, à travers ce présent atelier, de partager la feuille de ménage qui va servir de collecter les données sur le terrain. Le 5e RGPH sera entièrement numérique, c'est-à-dire qu'il sera fait à l'aide des technologies de l'information et de la communication au niveau de toutes les étapes, avec l'utilisation en particulier des tablettes dans la collecte des données sur le terrain et l'utilisation du numérique pour la coordination des différentes équipes. Participative et inclusive, cette rencontre vise aussi un but ultime. Elle va permettre au Bureau central du recensement, structure technique de l'Institut national de la statistique, chargé de mettre en œuvre le projet RGPH, et à tous les participants d'identifier et de définir les informations à fournir par le RGPH, de contribuer à la conception formelle des outils de collecte, notamment la feuille ménage, afin de s'assurer non seulement de la qualité des données statistiques produites, mais aussi et surtout de répondre aux besoins des utilisateurs. Unique opération sociale exhaustive qui dure 10 ans, cette dernière exige l'implication de tous les acteurs concernés. Il s'agit ici d'inviter
toutes les couches socio-professionnelles, les associations, les ONG, les services de l'État, les partenaires techniques et financiers, afin de pouvoir échanger avec eux, afin d'améliorer cette feuille de ménage, afin de prendre en compte les besoins de tout le monde, parce que tout le monde compte dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat. Cet atelier permettra aux participants 2 jours durant d'analyser, amender et valider le questionnaire ménage afin d'améliorer la qualité des données collectées dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les parents des enfants souffrant du cancer, pensionnaires du Centre national de lutte contre cette maladie, ont reçu un don à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le cancer. L'œuvre émane du district 403 A1, région 17 des Lions Club International. Le reportage avec Youssef Haidara et Ibrahim Ousmane. 2 tonnes de riz et des jouets pour enfants. C'est le don offert par le district 403 A1, région 17 de Lions Club International, aux parents des enfants souffrant du cancer. Un geste certes symbolique, mais plein de sens et de marque d'affection envers les enfants et leurs parents. Nous sommes venus au centre pour apporter un soutien aux parents des enfants qui sont malades. Nous savons que les enfants qui viennent dans ce centre viennent des régions assez éloignées et nous avons constaté que c'est le milieu démuni on retrouve des cas assez difficiles où même les parents ont besoin d'un soutien. C'est dans ce cadre que nous sommes venus remettre ces vivres-là. Donc c'est avec plaisir que le Lions Club, la région 17 du district 403 A1, nous vous remettons ces vivres et ces jouets qui, nous espérons, apportera un peu de joie à nos enfants. Le geste de Lions Club n'est pas à sa première fois et il a été apprécié à sa juste valeur par le premier responsable du centre de lutte contre le cancer. C'est vraiment avec beaucoup de joie que nous vous remercions et que ce geste puisse apporter beaucoup de joie aux enfants et aux parents des enfants dans le cadre de la prise en charge de cette maladie. Nous n'avons pas beaucoup de mots pour vraiment apprécier ce geste. Vraiment, nous réitérons nos remerciements pour cette noble contribution et soyez sûrs que ça va aller au bénéfice des enfants et des familles. Ce don du Lions Club International à travers le district 403 A1 de la région 17 au niveau du centre de lutte contre le cancer fait suite à la conférence de sensibilisation sur le cancer pédiatrique animée au niveau de l'école de santé publique et de l'action sociale Espace de Niamey. L'ensemble de ces initiatives rentrent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le cancer des enfants. 25 filles et garçons issus des associations religieuses en milieu défavorable ainsi que les scolaires de Niamey étaient en renforcement de capacité sur la gestion de l'hygiène menstruelle. C'est un atelier de 2 jours initié par l'Alliance des religieux pour le développement socio-éducatif, économique et sanitaire en collaboration avec Civils Engaged in Medicine and Other Sciences. Les temps forts de la cérémonie avec Achatou Mahamadou et Abdoulaye Seydou. Pour éviter toute forme de discrimination envers les jeunes filles en période de menstruation, en milieu scolaire en particulier et dans la société en général, l'Alliance des religieux pour le développement socio-éducatif, économique et sanitaire décide à travers cet atelier de former des jeunes. Quand la fille est en état de menstru, certes, cette fille est mise à l'écart par ses collègues ou par ses amis ou ses pères garçons, du fait que pour eux la menstruation est un danger ou bien c'est une impurité. Alors qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran l'a dit, il en a parlé de la menstruation dans un cadre de gestion de la période d'attente après le divorce. Il a aussi parlé de celle-ci
et il a lié aussi avec la gestation. Alors si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné dans ses hadiths authentiques, alors je pense que c'est une thématique qu'il faut développer afin que les uns et les autres sachent quelle est la place de cet état que la fille et la femme se trouvent pendant les mois et durant leur vie jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge. Dans cette démarche de sensibilisation, l'Alliance s'est associée avec Girl Engagement in Medicine and Other Sciences, GEMS, une association des étudiants qui militent pour le bien-être. Nous sommes toutes stressées parce que les taches de sang sur les habits sont considérées comme sales. Les menstrues sont considérées comme sales par beaucoup. C'est naturel. Ce phénomène est naturel. Les tabous viennent de ces stéréotypes. Les tabous viennent de ces idées préconçues qui sont ancrées en nous. Aujourd'hui, nous allons nous allons réussir à déconstruire. À chaque fois, je le dis, pour construire à nouveau, il faut d'abord déconstruire. Et il faut déconstruire les idées préconçues et les idées reçues. Nous allons ensemble travailler pour savoir comment intervenir de façon efficace en sensibilisant. Au cours de ces assises, 25 jeunes filles et garçons issus des associations religieuses, de milieux défavorisés et de professionnels en gestion d'hygiène menstruelle échangeront. Des jeunes qui, à leur tour, serviront de relais pour bannir les stéréotypes autour de l'hygiène menstruelle pour un épanouissement des jeunes filles. L'école des techniques comptables, commerciales et de communication était organisée hier après-midi à son siège à une conférence débat. Il s'est agi pour l'école d'édifier le public sur l'entrepreneuriat dans le contexte nigérien, mais aussi une présentation de 2 ouvrages. Le reportage avec Souleymane Ousmane. Dans sa dynamique et conformément à ses orientations d'offrir une formation de qualité à ses étudiants, l'ETEC continue de donner chance à ses étudiants à travers ce genre d'initiatives, principalement la présente conférence qui a porté sur l'entrepreneuriat dans le contexte nigérien. La thématique portant sur l'entrepreneuriat est une thématique d'actualité et nous pensons que c'est aujourd'hui les créneaux qui constituent une alternative pour résoudre le problème du chômage de nos jeunes diplômés. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de donner des compétences et surtout inciter nos étudiants à aller vers l'entrepreneuriat pour qu'ils soient eux-mêmes des pourvoyeurs d'emplois pour eux et ensuite créer des emplois pour les autres. La présente activité a été également une occasion pour les responsables de cette école de présenter à l'assistance 2 ouvrages essentiellement bénéfiques aux étudiants. Le premier document qu'il appelle le bleu a porté sur les méthodes quantitatives, mathématiques et statistiques pour la rédaction des documents de fin de cycle, que ce soit les rapports, les mémoires et puis les thèses. Le deuxième ouvrage qui est un document portant sur les outils de la comptabilité et la comptabilité de l'ESTEM SCOADA, c'est que non seulement il présente les méthodes de comptabilisation, mais ça donne l'opportunité aux étudiants d'accéder à un logiciel qui est disponible après l'acquisition du livre, qui permet aux étudiants de pouvoir vraiment disposer d'un logiciel pour pouvoir tenir toutes les activités de leur entreprise. Les étudiants participants ont tiré beaucoup de profit. Cette conférence était très enrichissante et aussi parce que ça nous a beaucoup servi. Parce que la conférence avait parlé sur l'entrepreneuriat dans le contexte nigérien. Et ceci nous a permis à comprendre que aussi nous, Nigériens, Africains, on peut oser pour créer de l'entreprise et aussi entreprendre. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, tout comme on le dit souvent, c'est un moyen par lequel un pays peut se développer, surtout par les jeunes ici. Et je crois que c'est l'objet même du choix de cette thématique, parce qu'il faut sensibiliser les jeunes à entreprendre. Il ne faut pas seulement se focaliser sur les études. Cette conférence a permis aux étudiants d'être mieux outillés sur la thématique abordée et avoir beaucoup de notions sur les ouvrages ainsi présentés pour la circonstance. Depuis sa création, l'ETEC œuvre et offre à ses étudiants une formation de qualité et un encadrement de haut niveau à la grande satisfaction des étudiants et la population de façon générale.
Je suis avec Moustapha Abdraman pour la revue de la presse de Bonferré de tous les jeudis soirs. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata. Qu'est-ce qui fait la une des journaux cette semaine? Cette semaine, c'est l'attaque terroriste contre le détachement de l'opération Al-Mahaou, c'est dans la région de Tillabéri. Le procès sur la tentative de coup d'État avorté de mars 2021. Une inspection d'État qui serait en cours dans plusieurs services rattachés à la primature et la léthargie de l'opposition politique nigérienne. Nous débutons avec l'embuscade d'Intagamaï. Le journal Le Monde aujourd'hui parle de communication désastreuse du ministère de la Défense. À force de vouloir toujours cacher la vérité au peuple en tant que dirigeants, l'on finit par perdre à la longue toute crédibilité au sein de l'opinion nationale et internationale, écrit le journal Le Monde aujourd'hui de cette semaine. Comme sous les deux mandats de son prédécesseur Issoufou Mahamadou, le travertissement de la vérité pour chercher à endormir le peuple se poursuit sous la renaissance acte 3 du président Bazoum Mohamed, qui soufflera dans moins de 2 mois les bougies de ses 2 ans de gestion au pouvoir. À travers les rares communiqués qu'il a publiés à la suite d'attaques terroristes, le ministère de la Défense nationale, dirigé par Al-Kassoum Indatou, est en train de jeter le doute sur la sincérité du discours officiel. Le dernier communiqué relatif à l'embuscade terroriste contre une patrouille de l'opération Al-Mahaou, c'était le vendredi 10 février 2023, a reflété la même confusion que celle sur l'affaire Tamou dans la présentation des faits et le choix des mots. Le communiqué a fait état de la mort de 10 soldats, de la disparition de 16 personnes et des blessures enregistrées sur 13 autres soldats. L'identité des 10 morts et des 13 blessés est clairement établie dans le communiqué. Mais pour les 16 disparus, rien n'est précisé sur qui ils sont. Par contre, le communiqué ne fait cas d'aucune victime dans les rangs des assaillants, puisque selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, ces derniers ont pu être repoussés en direction d'un pays voisin grâce à l'appui de vecteurs aériens. Cependant, ils ont pu emporter les corps de leurs morts au moment de leur repli. C'est visiblement un raisonnement cousu de fil blanc, estime le journal. C'est vrai que dans une guerre, il y a toujours des mensonges, mais lorsqu'elle se déroule sur le territoire national, l'obligation de fournir l'information honnête sur le bilan des accrochages est un devoir impérieux pour les gouvernants. Ne pas le faire, c'est contribuer à saper le moral des soldats sur le terrain. Malheureusement, c'est ce à quoi s'adonnent nos renaissants qui veulent jeter la responsabilité de cet état de fait sur les citoyens qui ont quand même le droit d'apprécier ce qui se passe dans le domaine de la gestion de l'insécurité dans leur pays. Et pour le journal L'Éclosion, c'est le président Bazoum qui est pris dans l'engrenage de l'insécurité et de la présence militaire française. Aminata, le journal précise d'abord que le pays voisin en question n'est autre que le Mali, étant entendu que dans le premier paragraphe du communiqué du ministère de la Défense nationale, il est précisé que l'embuscade complexe a eu lieu à la frontière nigéro-malienne, ce qui rejoint le désir de la France qui souhaite que l'opinion internationale pense que le Mali est devenu un espace pays pourvoyeur de terroristes, bien que la situation de ce pays s'améliore sensiblement rien qu'à travers la confiance retrouvée par le peuple malien en ses forces de défense et de sécurité. L'ironie du sort, le jour même de l'attaque, ou plutôt de l'embuscade, le gouvernement malien a fait sortir pour sa part un communiqué qui annonce entre autres 82 terroristes neutralisés, 35 suspects interpellés, 10 sanctuaires de terroristes détruits. On dirait que le Mali, qui a chassé les militaires français de son sol, s'en sort plutôt bien dans la lutte contre le terrorisme. Pendant ce temps, le Niger, qui a accepté d'héberger sur son territoire les forces françaises et leur armada de guerre, subit de plein fouet l'hydre terroriste. Ce qui choque davantage l'opinion nigérienne est que l'attaque du 10 février se soit déroulée dans la zone où sont déployées les forces françaises. En s'attaquant à l'opération Al-Mahaou, qui est censée contenir les forces nigériennes et françaises, et en s'en tirant à bon compte, c'est plus qu'un symbole que les organisations terroristes ont visé. Cela nous amène à nous interroger une fois de plus sur l'utilité de la présence militaire de la France chez nous, mais aussi sur les véritables raisons qu'elle cache. Cela d'autant plus que l'insécurité de notre pays ne fait que s'accroître, contrairement au discours tenu par les régnants. Le journal Niger Inter Hebdo nous donne une idée des peines d'emprisonnement requises par le ministère public contre les auteurs de tentatives de coup d'État du 31 mars 2021. Effectivement, Aminata, après les séances d'audition des accusés, prévenus et témoins, le ministère public a dressé ses réquisitions au tribunal militaire
Le jeudi 9 février 2023, nous apprend le journal Niger Inter Hebdo. Selon le commissaire du gouvernement, l'enquête préliminaire de la gendarmerie a permis d'établir certains faits constants et incontestables. C'est ainsi que certains prévenus ont reconnu les faits et d'autres ont renoncé à leur déposition. Il y en a même qui courent toujours. Le commissaire du gouvernement a exposé le déroulement du complot, les différentes rencontres, le recrutement des hommes, les moyens utilisés, les dates de l'opération jusqu'à l'assaut du palais présidentiel et ses conséquences. Le ministère public a requis 30 ans d'emprisonnement ferme pour les cerveaux du putsch, à savoir l'ex-colonel-major Hamadou Jibo, l'ex-capitaine Gourouza Sani Saleh, l'ex-lieutenant Abderrahman Marou, l'ex-adjudant Adamou Seini dit Adam et l'ex-adjudant Mahamadou Halidou dit étudiant. 20 ans pour l'ex-adjudant-chef Amadou Bourema dit Papa et Moussa Amadou, mécanicien Momba. 10 ans pour Hamani Munkaila, Ibrahim Abdou, Hamadou Oumarou, Salif Kaka, Boubacar Garantier, Maître Ibrahim Jibo. 5 ans pour l'ex-général Seydou Bagué, l'ex-colonel-major Aboubakar Oumarou Azumi dit Lyon et 2 ans pour un groupe d'officiers de la base 101. Les autres ont bénéficié de la relaxe ou de la requalification des faits pour blessures et coups avec armes. Le ministère public a requis la prison à vie aux accusés fugitifs. Selon le Code de justice militaire, en ses articles 259, 260 et 261, tout militaire coupable de complot et d'attentat à la sûreté de l'État est puni de la peine capitale ou d'un emprisonnement à vie. En tenant compte des paramètres dont eux seuls ont le secret, le commissaire du gouvernement a demandé des peines minimales en répression aux crimes constitués. Avant de lever la séance, le président du tribunal a appelé un à un les accusés pour recueillir leur avis sur les réquisitions du ministère public. En substance, certains ont pris acte, d'autres demandent la clémence ou la sagesse du tribunal. Le quotidien privé L'Enquêteur d'hier, mercredi, s'interroge si le Modern Fa Lumana Africa est réellement un parti politique d'opposition et c'est sous le titre « Les oppositions en ordre de pagaille entre Lumana et Bazoum, deal ou quiproquo ». Le Modern Fa Lumana figure-t-il encore dans les rangs de l'opposition politique nigérienne, s'interroge en gros et en titre le journal L'Enquêteur, le quotidien paru hier mercredi. Depuis bientôt 2 ans, Hama Amadou et son parti se font particulièrement discrets au point de paraître pour des alliés du régime en place. Un silence des interrogations. Nombre d'observateurs de la scène politique nigérienne se demandent à juste titre si le Modern Lumana Africa est encore sous la bannière de l'opposition au régime de Bazoum Mohamed. Ce manque d'entrain politique totalement assumé suscite moult interrogations au sein des militants du Modern Fa Lumana et même au-delà. Il faut dire qu'avec le décret numéro 222-741/PRN du 29 septembre 2022 relatif au dispositif d'appui au profit des anciens premiers ministres, Hama Amadou n'a plus à se plaindre de Bazoum Mohamed. L'adoption le 17 décembre 2022 par l'Assemblée nationale du projet de loi déterminant le traitement de base, les indemnités et autres avantages alloués aux chefs de file de l'opposition politique a permis à Tahir Seydou, le président du Modern Lumana Africa, de sécuriser également ces fins de mois. Avec de hauts postes de responsabilité politique, les 2 principaux lieutenants de Hama Amadou, que sont Soumana Sanda et Oumarou Dogari, n'ont plus l'esprit à quelque bataille politique que ce soit. Voilà comment, sans pour autant officialiser son ralliement au régime en place, le Modern Lumana Africa est devenu allié de l'ombre au service de Bazoum Mohamed. C'est du moins la lecture qu'en font bon nombre d'observateurs et des Lumanistes du silence dans lequel s'est plongée l'instance fêtière de leur famille politique. En fait, c'est l'ensemble des oppositions politiques qui ont signé leur acte de capitulation face au pouvoir en place. C'est juste pour la forme que Mohamed Ousmane et consorts se refusent de reconnaître la victoire de Mohamed Bazoum. Dans les faits, ce dernier ne fait face à aucune opposition politique, conclut le journal L'Enquêteur. Assainissement de l'État, une inspection d'État en cours à la primature, c'est le titre qui barre la une du journal Le Canard en Furie de cette semaine.
L'inspection générale d'État serait en cours depuis quelques jours à la primature, apprend-on de sources dignes de foi du journal Le Canard en furie. Ces inspections concernent, selon le confrère, certains services techniques et projets rattachés au cabinet du Premier ministre et s'inscrits dans le sillage d'une série d'inspections de la même nature diligentées par le président de la République, Bazoum Mohamed, au cours de ces 2 dernières années au niveau de différentes entités de l'État, dont les ministères et les sociétés et offices de l'État. À la connaissance du Canard en furie, une première inspection d'État avait été déjà effectuée au niveau de cette institution dirigée par Oumoudou Mahamadou, mais les conclusions ne sont toujours pas connues. Pourquoi une deuxième inspection? Le journal ne saurait le dire pour le moment. La seule certitude, lorsqu'une inspection d'État est diligentée au niveau d'une entité étatique, c'est qu'il y a anguille sous roche. En tout cas, selon la source du journal, la mission d'investigation qui est en cours entrave le fonctionnement normal de la plupart des services rattachés à la primature de la République. Le Canard en furie qui constate également que le président Bazoum cherche à voir clair dans la gestion de la 3e institution la plus importante de la République après la présidence de la République et l'Assemblée nationale, ce qui dénote de sa volonté apparente d'assainir la vie politique présentement caractérisée par des pratiques corruptives sans commune mesure, doublées d'impunité, de concussion, de favoritisme et tant d'autres actes néfastes qui plombent les efforts de développement socio-économique de notre pays. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.